Microfinance en République démocratique du Congo, une chaîne dédiée à la promotion de l'inclusion financière en RDC. Nous partageons des informations pratiques sur les produits et services financiers pour aider nos abonnés et ceux qui nous suivent à accéder aux solutions adaptées. Et promouvons les success stories des services financiers. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Microfinance en RDC, le pouvoir de l'inclusion financière pour une RDC prospère. Bonjour à tous, mon nom est Carlos Kalambay Kabango. Je suis gestionnaire d'entreprise, expert en inclusion financière, expert en gestion de risques. J'ai pratiquement 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Dans le cadre de la collaboration avec la chaîne de Microfinance TV, le cabinet que je gère actuellement, Beta, qui est un bureau d'études et d'accompagnement financier en partenariat avec la chaîne, va organiser 3 ou 4 masterclass sur l'inclusion financière. Et aujourd'hui, c'est notre première séance qui sera pratiquement consacrée à l'épargne, la gestion des finances personnelles. Alors, nous aborderons l'épargne sous un autre angle en fait. Et pour ça, nous allons pratiquement parler d'abord de l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'épargne? Nous allons un peu aborder les aspects de l'économie et son développement et faire le lien sur le bien-être social et l'estime de soi. Ce qui est très important, c'est ce confort qui est très lié à la notion d'épargne. Et puis nous avons l'argent. Nous avons le cycle de vie et le bien-être. Comme vous le savez, nous restons des pèlerins sur Terre. Nous avons un timing très limité. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour s'instruire. Et puis, on devient productif et après, on devient improductif. Alors, ces 3 phases, nous allons voir comment est-ce qu'on les lie à la gestion de nos finances personnelles. Alors, très rapidement, un peu de cours d'anthropologie et civilisation. Je pense que vous les avez étudié, puis à l'école pour certains, que l'homme est parti de la préhistoire. Après la préhistoire, c'était l'Antiquité. Après l'Antiquité, nous sommes passés au Moyen-Âge pour arriver à la Renaissance et à la métamorphose. Toutes ces 3 étapes de développement de l'humain ont été consacrées à une seule chose, l'efficience, la recherche des ressources. Plus les humains devenaient nombreux, moins ils avaient des ressources. Et chaque phase a été marquée par un modèle économique spécifique. Entre autres, on a eu une économie de subsistance, c'est-à-dire que on cultivait, on produisait pour manger, uniquement pour consommer. Et de là est arrivée la révolution agricole. L'homme devrait se sédentariser, commencer avec des petites techniques agricoles et autres. Et viendra la révolution industrielle, qui est venu apporter la technologie, nous emmenant à produire beaucoup plus pour très peu de ressources et être efficient. Et nous sommes passés à l'économie des services. On n'a plus qu'à produire pour manger et se vêtir, mais là, il y a le service qui s'est développé via la technologie. Et pour terminer avec une économie numérique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où on parle de la transition dans l'utilisation des ressources, qui est très liée à la gestion de l'environnement et des ressources. Comment continuer à satisfaire à ces besoins tout en utilisant de façon efficiente tout ce qu'il y a dans l'environnement. Alors nous constatons que si nous voyons le développement de l'humain, vous constaterez que depuis les années 400, il y avait une centaine de milliers d'humains et aujourd'hui nous sommes pratiquement à 8 milliards. Et on projette d'ici 2100 d'atteindre pratiquement 11 milliards d'individus sur la Terre. Ce qui fait une grosse pression, une grosse partie des ressources a été consommée, mais la démographie explose, il faut les gérer de la façon la plus efficiente. Et je crois que c'est là que nous parlerons du bien-être. Comment est-ce que l'humain fait un équilibre entre son environnement, qui est sous pression, l'économie et son bien-être individuel qui doit contribuer au bien-être collectif. D'une part, on a les ressources, d'autre part, on a des besoins qui sont multiples. Alors, lorsque nous naissons, pratiquement jusqu'à 18, 20, 25 ans, on est aux études. Et après cela, nous entamons une autre phase de la production. Il y a un revenu, mais jusque-là, nous vivons en deçà de la moyenne
de ce que nous devons réellement vivre pour nous sentir convenables. Évidemment, chacun a sa moyenne. Alors, le graphe que vous voyez tout justement est en train de décrire l'évolution d'un revenu. C'est un cas réel pris auprès d'un individu. Comment est-ce que le revenu peut évoluer allant, pour notre exemple, de $300 quand on a 27-28 ans, autour de 37 ans, 38 ans, en moyenne de $2000 ou plus, et puis on atteint un revenu moyen de 3000 pour aller à 45 ans, à 5000, certains jusqu'à 55 ans, 12 000, et puis ça dépend de chaque niveau. Alors, à chaque fois que notre revenu augmente, sommes-nous obligés d'augmenter notre standing? C'est la grosse question. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Et le graphe que nous avons sous nos yeux montre que cet individu a capé sa moyenne de vie à $3000. Quelles que soient les augmentations de son revenu, il n'a pas bougé sa moyenne. Et ce qui fait qu'il a dégagé une épargne assez considérable. Et à 65 ans, lors de sa retraite, il peut en ce moment-là consommer son niveau d'épargne. Mais dans le prochain graphe, vous pouvez le voir, on a illustré des personnes qui, dans leur moyenne, tout justement, ils augmentent. À chaque fois que son revenu augmente, il augmente sa moyenne. Et vous verrez que cette personne a du mal à épargner, ce qui fait que après 55 ans, ou lorsque son revenu baisse, il y a une chute libre. Je prends un cas, un jeune qui gagne $300 et demain il a une promotion ou il a une activité qui est intéressante, il a $1000 de revenus. Avec 300, il louait une maison de $100 et du coup, il va se trouver un appartement de $700. Le bien-être et la qualité de vie de cette personne ne vont pas drastiquement changer. Quoique socialement, on aura l'impression qu'il a changé de standing parce qu'il reste très fragile aux intempéries et au futur qu'il ne maîtrise pas. Et chaque fois, il faut qu'il y ait un gap où on se dit « ça, c'est gardé ». Est-ce qu'il faut juste épargner pour épargner? Non, il faut épargner pour rendre tout justement cette épargne productive à moyen et à long terme. De ce fait, dans le dernier graphe, vous pouvez tous remarquer que nous commençons notre vie, cycle de vie à crédit, parce que c'est toute la communauté qui nous prend en charge. Et nous-mêmes, pour qu'on ait un certain bien-être, nous devenons productifs et au dernier cycle de notre vie, nous, une fois de plus, nous redevenons dépendants, c'est-à-dire que nous revenons dans le crédit. À la première phase, évidemment, c'est généralement la communauté qui nous assiste, qui nous soutient dans le logement, dans les déplacements, dans la restauration, dans la consommation. Et quand on devient productif, évidemment, on commence par les besoins de première nécessité, ce que connaissent très bien l'échelle de Maslow, avant d'arriver à la troisième phase de cette échelle. Et une fois qu'on le dépasse, le revenu dépasse notre niveau moyen de consommation, on commence à épargner. Mais n'oubliez pas que la première phase de l'épargne va aller compenser tout justement le crédit que nous avons pris. Bon, comme chez nous en Afrique, je vous donne un exemple. Quand tu commences à travailler, on te rappelle à l'ordre que toi, on t'a supporté les études. N'oublie pas que tu as des frères, tu as des petits frères. N'oublie pas que tu as des parents. Une bonne partie de ce premier revenu, indirectement, est restituée parce que tu as vécu à crédit et là, tu restitues pour supporter. C'est-à-dire que ça ne va pas t'aider directement à émerger. Et ton train de vie doit tenir compte de tous ces aspects et à un certain niveau d'épargne, en ce moment, il faut balancer le train de vie tout en sachant que au bout d'un temps, la productivité va baisser. Et en baissant, vous passez une fois de plus dans la phase de crédit. Et cette phase de crédit, comme j'ai dit, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un prêt auprès d'un ami, ça peut être une donation, ça peut être une assistance familiale. Mais la différence est que dans la dernière phase, dans la vie d'épargne, en ce moment, vous avez épargné, l'épargne vient compenser votre crédit, c'est-à-dire vous consommez et c'est là tout justement qu'on devient financièrement autonome et qu'on atteint un certain niveau de bien-être. Alors, lors de notre prochaine séance, nous allons nous focaliser sur l'aspect de l'épargne, comment la constituer, mais comment la fructifier dans les investissements, dans l'entrepreneuriat et aussi cette épargne peut aussi venir sous forme de crédit et d'emprunt. Mais quand est-ce qu'il faut emprunter? Quand est-ce qu'il ne faut pas emprunter? À quel taux il faut emprunter?
Et en ce moment-là, nous verrons lors de notre dernière phase comment est-ce qu'on se prépare tout justement pour que son épargne puisse en ce moment compenser les prêts à la dernière phase. Voilà pourquoi beaucoup, dès le 3e âge, restent très dépendants alors qu'ils ont eu un temps de production assez fructueux. Alors, pour notre prochaine édition, je vous inviterai de cliquer sur la cloche et de vous abonner pour ne pas rater cette fois-là notre prochain tutoriel qui sera axé sur l'épargne. Mais aussi, n'hésitez pas, nous avons notre cabinet conseil et le bureau d'études et d'accompagnement pour tout autre conseil. Vous avez tous les contacts qui s'affichent sur votre écran. J'ai dit et je vous remercie.